Bonjour, voici la dernière vidéo de la partie consacrée à l'algèbre dans ce MOOC, la réduction de matrices. Réduire une matrice quelconque consiste à l'écrire comme un produit de matrices simples, par exemple des matrices orthogonales ou des dilatations, qui sont plus faciles à manipuler. C'est peut-être la partie la plus importante de ce cours pour les applications dans le domaine des grandes masses de données. La réduction de matrices permet d'attaquer des problèmes de grande dimension. D'un point de vue numérique, cela permet par exemple d'inverser des matrices, de résoudre des systèmes linéaires à moindre coût, ou de trouver une solution parcimonieuse de problèmes de moindre carré. C'est aussi le principe à la base de l'analyse en composantes principales qui permet de trouver les directions de plus grande variance au sein d'un jeu de données. Un premier exemple de matrice simple est une matrice diagonale. On dit qu'une matrice est diagonale si tous ses coefficients sont nuls, sauf ses coefficients diagonaux. L'interprétation en termes d'application linéaire est très simple. Dire que la matrice D d'une application linéaire F est diagonale dans une base U, avec des coefficients diagonaux qu'on appelle sigma i, c'est dire que F de UI égale sigma i UI. Autrement dit, F stabilise la base U, c'est-à-dire qu'elle se contente de dilater chaque vecteur de la base. On dit que UI est un vecteur propre de F, associé à la valeur propre sigma i. Attention, la matrice de F ne sera pas forcément diagonale dans une autre base. Maintenant, on dit qu'une application linéaire F est diagonalisable s'il existe une base U formée de vecteurs propres de F, c'est-à-dire telle que F de UI égale sigma i UI. Ou encore, telle que la matrice de F dans la base U soit diagonale. De même, on dit qu'une matrice M est diagonalisable si l'application linéaire F qui lui est associée dans la base canonique E est diagonalisable. Ceci signifie qu'il existe une matrice de passage, P, telle que la matrice de F après changement de base, c'est-à-dire P-1MP, soit diagonale. Dans ce cas, les colonnes de P sont les vecteurs propres de F et de M. Pour résumer, on dit que M ou F est diagonalisable s'il existe une base de vecteurs propres pour M ou F. Le schéma ci-dessous résume la situation. Dans la ligne du haut, on applique M aux vecteurs propres U1 et U2 et on obtient des versions dilatées de U1 et U2. Dans la ligne du bas, on voit que D se comporte de manière similaire avec E1 et E2, les vecteurs de la base canonique. Les flèches verticales signifient qu'on obtient le même résultat en appliquant directement M ou en appliquant d'abord P-1, puis D, puis P. En général, rien n'assure qu'on puisse diagonaliser une matrice carrée. Un cas à part est celui des matrices carrées symétriques, c'est-à-dire telles que MIJ égale MJI. On peut alors utiliser un résultat théorique. On sait que toute matrice symétrique réelle est diagonalisable et en plus en base orthonormée. Cela signifie que non seulement on peut trouver une matrice de passage P pour diagonaliser M, mais en plus qu'on peut choisir une matrice de passage orthogonale. Autrement dit, il existe une base orthonormale de vecteurs propres de l'application linéaire associée. Souvenons-nous que pour les matrices orthogonales, l'inverse P-1 est égal à la transposée de P. Pour résumer, si M est symétrique, il existe une matrice orthogonale P et une matrice diagonale D telle que M égale P fois D fois transposée de P. C'est un premier résultat important pour la réduction. On a écrit M comme le produit de trois matrices très simples, deux matrices orthogonales dont l'une est la transposée de l'autre, et une matrice diagonale. Lorsque M n'est pas symétrique, on ne peut pas la diagonaliser. En effet, les espaces de départ et d'arrivée ne sont pas les mêmes, donc la notion de vecteur propre utilisée jusqu'à présent n'a pas de sens. Le principe de la décomposition singulière est de contourner ce problème en n'imposant pas que la base de départ et d'arrivée soient les mêmes. En revanche, on préfère travailler avec des bases orthonormales, c'est-à-dire on demande que les matrices de passage soient orthogonales. Ceci revient à décomposer M comme le produit d'une matrice orthogonale, d'une dilatation selon les axes et d'une deuxième matrice orthogonale, comme illustré ci-dessous. On admettra le résultat théorique qui assure l'existence d'une telle décomposition. Plus précisément, si on se donne une matrice M à n lignes et p colonnes quelconque, alors on peut trouver deux matrices orthogonales U et V, respectivement de taille n et p, et une matrice entre guillemets diagonale, sigma, avec n lignes et p colonnes,
tel que l'on puisse réduire M en écrivant M égale U sigma transposé de V. Cette décomposition est appelée décomposition en valeur singulière de M. Une précision sur sigma, schématisée ci-dessous, dans le cas où n est différent de p. La signification de diagonale est que tous les coefficients sont nuls, sauf les termes d'indice II, pour i plus petit que le minimum de n et p. Une dernière remarque, la décomposition n'est pas unique. On peut permuter les colonnes de u et v, ou les changer en leur opposé. Par contre, les coefficients diagonaux sont uniques, à l'ordre près. On appelle ces coefficients, ici encore, les coefficients diagonaux. En pratique, il n'est pas question de calculer la SVD à la main, ni de coder vous-même le calcul de la décomposition. Le calcul de la SVD est implémenté dans la librairie LAPACK, et en particulier en Python, dans le module linalg de NumPy. La complexité du calcul, c'est-à-dire le nombre d'opérations nécessaires, est de l'ordre de p fois n au carré, si p est plus grand que n. On voit qu'il faudra faire attention en grande dimension à ne pas calculer brutalement la SVD d'un gros jeu de données. Le résultat fourni par la fonction SVD dans NumPy est constitué de 3 objets, c'est un tuple, U, petit s et grand W. Le troisième élément grand W correspond à la transposée de V dans nos notations, de sorte que M s'écrit grand U fois grand S fois grand W, où grand S est la matrice diagonale correspondant à petit s. Nous avons vu que le calcul pratique de la SVD n'est pas un problème en dimension modérée. Il faudra par contre bien comprendre son interprétation. Commençons par le point de vue application linéaire. On se donne une matrice grand M et on considère petit f l'application linéaire associée dans les bases canoniques. On a noté f tilde m avec les bases canoniques en indice. Dire que grand M admet une SVD, ce qui est vrai d'après le résultat admis plus haut, c'est dire la chose suivante. Il existe deux bases orthonormées, U et V, telles que la matrice de f dans ces nouvelles bases soit une matrice diagonale, sigma. Les vecteurs de la base U sont précisément les colonnes de la matrice U. Même chose pour V. Ces vecteurs sont appelés vecteurs singuliers, respectivement à gauche et à droite par convention. Les coefficients sigma i de la matrice diagonale sont appelés les valeurs singulières. Remarquez que dire que la matrice de f dans ses bases particulières est diagonale signifie exactement que f de vi égale sigma i fois ui. Pour tous les i, tels que l'expression est un sens, c'est-à-dire pour tous les i plus petits que n et p. Si p est plus grand que n, on aura f de vi égale 0 pour i plus grand que n. Dans tous les cas, l'image de l'application f est engendrée par les vecteurs vi associés à des coefficients sigma i non nuls. Interprétons maintenant la SVD d'un point de vue matriciel. Puisque grand V est orthogonal, son inverse est égal à sa transposée. Si on multiplie l'égalité M égale U sigma transposé de V à droite par V, on obtient MV égale sigma U. Enfin, si on considère cette égalité entre matrices colonne par colonne, on obtient que pour tout i plus petit que n et p, M fois la colonne VI égale sigma i fois la colonne UI. On a retrouvé la propriété de l'application linéaire associée, qui était que f de vi égale sigma i fois ui. Les colonnes vi et ui sont donc les vecteurs singuliers à gauche et à droite que nous avons déjà rencontrés avec l'application linéaire. Pour fixer les idées, voici l'écriture matricielle par bloc de la SVD dans le cas où n est plus petit que p. Grand U et grand V sont les matrices carrées à gauche et à droite, de taille respective n et p. Les colonnes de grand U sont unitaires, c'est-à-dire de norme 1, et orthogonales 2 à 2. De même pour les lignes de V. Sigma est une matrice rectangulaire, au milieu, dont le premier bloc de taille n est diagonal. Le deuxième bloc est forcément nul. Voici un exemple d'application de la SVD pour trouver la solution d'un problème de moindre carré. Ce problème est très courant en statistique. On cherche à trouver un x étoile qui minimise la norme de l'écart au carré entre mx et y parmi tous les x de dimension p. Ici, grand M et grand Y sont les données du problème. On suppose dans cet exemple que n est plus petit, voire beaucoup plus petit que p. Ceci correspond à une situation défavorable en statistique où le nombre de données n est petit devant la dimension du problème. Vous verrez dans le cours de statistique, et admettez-le pour l'instant, que la solution x étoile vérifie l'équation suivante.
transposé de m fois x égale transposé de m fois y. Si la matrice transposée de m fois m était inversible, on pourrait trouver facilement x étoile, par exemple en résolvant en x le système linéaire qui est de taille p. Cependant, le rang de la transposée de m fois m est nécessairement plus petit que la dimension de l'image de m, donc plus petit que son nombre de lignes n. Le système n'est donc pas inversible. On va voir que la décomposition en valeur singulière de m permet de résoudre le problème de manière élégante. Notons petit r le rang de la matrice d'intérêt, c'est-à-dire transposée de m fois m. Revenons à notre problème de moindre carré. On appelle pseudo-inverse de m la matrice m croix telle que, pour tout y, le vecteur x chapeau égale m croix fois y et deux propriétés intéressantes. X chapeau est une solution du problème de moindre carré avec y pour objectif. Et de plus, si ce minimum n'est pas unique, ce qui se produit si les colonnes de m sont liées, x chapeau est la solution qui a la plus petite norme parmi toutes les solutions possibles. On admettra ici l'existence du pseudo-inverse et son unicité. L'intérêt est avant tout pratique. Si grand U, grand sigma transposé de V est la SVD de la matrice M, alors on a directement son pseudo-inverse par la formule M croix égale V sigma croix transposé de U, où sigma croix est la pseudo-inverse de sigma, c'est-à-dire une matrice de même dimension que sigma, dans laquelle on a remplacé tous les coefficients non nuls par leur inverse. Notez que cette étape est quasiment gratuite en temps de calcul. Pour conclure sur l'utilisation de la SVD dans un problème de moindre carré, on peut trouver une solution optimale dans un certain sens, x chapeau, grâce à la pseudo-inverse. Celle-ci se calcule avec la SVD. Enfin, on choisit x étoile égale x chapeau comme solution de notre problème. On a donc ici une méthode stable de résolution au sens où on obtient une solution raisonnable même si le problème est mal conditionné. On n'a pas calculé le vrai inverse, mais la décomposition de la SVD. Le cours d'algèbre est terminé. Si vous avez bien compris les définitions, les notions mathématiques que nous avons présentées, calcul matriciel, orthogonalité, projection, réduction de matrice, vous devriez pouvoir aborder sereinement les questions du modèle linéaire en statistique, les algorithmes du machine learning basés sur la séparation par des hyperplans, ou encore la réduction de dimensions par analyse en composantes principales.